21h passées de 30 minutes ici sur la pendule centrale de la télémontagne Gangan TV, 1 heure de plus du côté de Bruxelles. Vous nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi dans les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée, un peu partout dans le monde entier. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et bienvenue dans votre émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage des sujets d'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ainsi, celui qui a bien voulu la prendre cette fois-ci, il s'agit de monsieur Sékou Tidiane Konté. Il est le chargé des relations extérieures de la Basse-Côte du côté de la Belgique. Il est de la Fédération des Guinéens de la Belgique. Il occupe d'autres fonctions qu'il va tout à l'heure dérouler sur ce plateau. Mais avec lui, on va parler des Guinéens de l'étranger. À défaut d'avoir les autorités du côté de la Guinée, on s'est intéressé bien sûr à ces Guinéens qui vivent de l'autre côté. Avec lui, on va parler non seulement des Guinéens de l'étranger, mais de la fonction, de la vie des migrants de ce côté aussi, et d'autres actualités liées aux Guinéens de l'étranger. Pourquoi pas des Guinéens après son retour en Guinée, ce qu'il a vraiment observé de ce côté. Ainsi, il est sur ce plateau sans transition. Monsieur Konté, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Gangan TV dans Café Débat. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Alors, tout à l'heure, je venais de décliner votre identité. Il me semble qu'il y a des fonctions que je n'ai pas citées là. En plus d'être chargé de relations extérieures des Guinéens de la Basse-Côte, de cette fédération, il y a d'autres fonctions que vous occupez du côté de la Belgique. Voilà, donc, au lieu de parler des autres, il faut d'abord parler de soi. Bien. Voilà, donc, je profite de l'occasion pour vous expliquer mon parcours. Donc, je suis natif de Fria. Je suis né à Fria. J'ai étudié à Fria, le primaire, le secondaire. Et après le bac, je suis revenu à Conakry pour l'université. Et après l'université, je suis parti en Europe. Bien. Donc ça, c'est mon parcours. C'est ce qui fait que je me suis retrouvé en Belgique. Je suis parti dans le cadre des études. Voilà. Et ça, c'était en quelle année? J'ai quitté ici en 97. Bien. Ouais. Ça fait à peu près 22 ans. Hein? Ça fait très longtemps. Allez-y. Voilà. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, à chaque fois que les communautés, les compatriotes se retrouvent quelque part, ils essayent de s'organiser. Bon, pour votre information, donc, j'ai eu à être dans d'autres associations, notamment l'association de Fria en Belgique. Je fais partie des initiateurs. Je ne revendique pas la paternité, hein, par modestie, mais je fais partie des membres fondateurs. Et par la suite, nous sommes rentrés dans l'association de la Basse-Côte parce qu'il y avait une demande dans ce sens. Il fallait réorganiser la structure pour l'adapter à la situation de la Belgique. Parce que quand vous mettez une structure en place, il faut pouvoir faire en sorte qu'elle soit visible. Bien. Donc, dans cette structure, j'occupe la fonction du chargé des relations extérieures avec les autres associations et les institutions. Donc, il y a eu des moments où il fallait mettre, par l'idée du professeur Alpha Condé, de mettre en place le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Donc, il fallait installer le bureau et chaque coordination, donc la Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Forêt, devraient déléguer des membres qui devraient se retrouver dans cette structure. Oui. Donc, la Basse-Côte m'a choisi. Nous étions 2, même 3, je crois. 4. Nous étions 4 par région naturelle. Je fais partie de la délégation de la Basse-Côte. Donc ça veut dire que toutes les régions naturelles de la Guinée sont représentées à travers des structures du côté de la Belgique, c'est ça? Tout à fait. Il y a des coordinations en Belgique. Bien. Donc moi j'ai été choisi, ma modeste personne a été choisie par l'association de la Basse-Côte pour la représenter dans cette haute structure qui est le Haut Conseil des Guinéens de Belgique. Et le Haut Conseil des Guinéens de Belgique, ça regroupe toutes ces structures. Hein? Ça regroupe toutes ces structures. Voilà, une façon de dire que la Guinée est valablement représentée à travers une seule structure de ce côté. Très bien. Voilà. C'est surtout ça, il faut le mentionner parce que c'est important.
c'était l'idée géniale de l'ambassadeur. Parce que pour la mise en L'ambassadeur actuel. Hein? L'ambassadeur actuel, Dr Ousmane Sylla, il voulait mettre une structure représentative des Guinéens. Donc, histoire d'avoir une vue sur l'ensemble des activités des Guinéens du côté de la Belgique. Exactement. Bien. Parce que ces coordinations-là existent déjà. Donc il a fait en sorte que chaque région envoie 4 membres dans ce grand bureau. Malheureusement, la Moyenne Guinée n'a pas voulu s'associer à cela. Ils ont exprimé le souhait qu'il y ait des élections. Et les 3 autres coordinations se sont opposées à cela. Pour la simple raison que nous ne sommes pas en compétition. Ce ne sont pas des partis politiques. Donc, quand on veut représenter les Guinéens et qu'on demande 4 par région naturelle, je pense que le bon sens a pour résultat d'unir les Guinéens. Bien. Et c'est ce que l'ambassadeur a fait. Et je salue cette idée. Donc, en revenant à votre question, sur votre question, la Basse-Côte m'a choisi. Nous étions 4 pour être dans ce bureau. J'ai occupé dans ce bureau la fonction du chargé des relations extérieures comme en Basse-Côte. D'accord. Alors, comment vivent les Guinéens en général en Basse-Côte? Parce qu'il y a cette question, quels sont les types de Guinéens qui se retrouvent là? C'est vrai qu'ils sont tous Guinéens, mais ils ne sont pas venus pour les mêmes raisons. Et comment vivent-ils de ce côté? Comment vous parvenez à créer une synergie d'action pour englober tout cela? Donc d'abord, vous parlez de la diaspora. Oui, la diaspora, oui. Donc il faut savoir qu'il y a 3 catégories de Guinéens en Belgique. Vous avez les réfugiés politiques, vous avez les étudiants. Donc c'est ça aussi mon parcours. Mais il faut noter que vous n'êtes plus étudiant. Non, je ne suis pas étudiant, mais j'aime les études. D'accord. J'aime beaucoup les études, ça me passionne. Je me sens bien quand j'étudie. Et j'apprends toujours. Je ne vais jamais arrêter d'apprendre. Donc, il y a les étudiants, il y a les réfugiés politiques, il y a aussi des hommes d'affaires qui viennent s'installer en Belgique. Donc, pour le cas des étudiants, bon, ça je connais bien parce que je suis passé par là. Il faut avoir les engagements comme quoi vous pouvez subvenir à vos besoins là-bas. Pour le cas des réfugiés... Vous avez les moyens personnels pour subvenir à vos besoins. Exactement. Allez-y. Moi je suis parti dans ce cadre-là, par les moyens de mes parents. Voilà. Donc j'ai eu un visa d'étudiant, je suis parti légalement. Donc, vous avez une deuxième catégorie d'étudiants, de Guinéens qui sont partis par des voies... par la clandestinité. On peut dire ça comme ça. La voie clandestine. Voilà, pour une question de vivre mieux. Donc ils sont là-bas, mais il faut savoir que ce n'est pas aussi facile. Parce que l'obtention des papiers de séjour, c'est très très difficile. Donc, il y a ces Guinéens-là, il y a des Guinéens aussi qui viennent en Belgique pour faire des affaires. Qui achètent. Il faut dire entre ces 3 catégories, parmi ces 3 catégories, ce sont ces 3. Hein. Oui, voilà, entre ces 3 catégories, il y a une catégorie qui attire mon attention, notamment ces immigrants qui sont venus clandestinement. Et aujourd'hui, comment vivent-ils? Parce qu'on apprend qu'il y a beaucoup de difficultés. Ben, je dirais que c'est très difficile de se retrouver dans ces situations-là. Hein. Il faut l'avouer. Personnellement, je n'encourage personne à aller en Europe dans ce cadre-là. Prendre le bateau, traverser la Méditerranée, passer par des réseaux. Dieu seul sait ce que ça représente. Sans savoir où tu seras accueilli. Exactement. Voilà. Dieu seul sait ce que ça représente comme difficulté. Et il faut aussi savoir que le plus souvent, on n'y arrive pas. J'ai un très mauvais souvenir de ça. Je n'aime pas souvent parler de ces choses-là. Mais bon, voilà la situation, comme elle se présente là. Donc vous arrivez là-bas, heureusement qu'il y a des structures, comme notre structure de la Basse-Côte par exemple. Vous rencontrez des gens, vous essayez de leur expliquer la vie en Belgique, vous les accompagnez dans le cadre des démarches administratives pour l'obtention des titres de séjour. Et vous cherchez à leur montrer des avocats et ainsi de suite. Mais ce n'est pas toujours facile. Il faut se dire que
c'est des situations, je le dis très honnêtement, qui sont très compliquées. Si vous avez la chance, vous pouvez avoir des papiers, mais je n'encourage pas les gens à emprunter ce chemin. Si vous voulez aller en Europe, de grâce, essayez d'avoir un visa, partir dans une situation légale. Alors, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités guinéennes, notamment la direction des Guinéens de l'étranger? D'abord, est-ce que vous savez qu'il y a une direction des Guinéens de l'étranger? J'ai entendu parler, mais je ne sais pas. Bon, vous voulez me dire, à part vous personnellement, que les Guinéens du côté de la Belgique ne sont pas en contact avec cette structure qui est censée veiller sur les Guinéens qui sont à l'étranger? Mais je vais vous expliquer ma déception. Quand on venait dans ce Haut Conseil, on avait grand espoir. D'abord, c'est de passer des structures à caractère social aux structures de développement. C'est ça le Haut Conseil. Permettre aux Guinéens de participer à la vie socio-économique du pays à la base. Et aussi essayer de trouver des solutions au problème de l'immigration. Pour votre information, selon ce que nous, on a eu là-bas, la mise en place de cette structure a été financée par la Belgique et l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. Donc, chaque point focal, c'est-à-dire chaque bureau de la diaspora à l'extérieur, ils ont envoyé leur président pour la mise en place du bureau définitif ici. À Conakry. Voilà. Une précision que j'aimerais apporter, c'est qu'on dit que la Guinée est composée de 4 régions naturelles. Alors, si vous prenez la diaspora, elle peut constituer la 5e région. Ah bon? Par sa force, par son dynamisme et par ce qu'elle peut apporter au pays. Alors, quand on vous invite d'être dans une telle structure, vous y allez avec le cœur, parce que vous voulez à votre tour participer à la vie de la nation. Alors vous êtes venu en Guinée pour la création de ce bureau. Nous avons choisi notre délégué, qui a d'ailleurs avait une bonne position parce que tout partait de la Belgique, pour être dans cette structure ici. À notre grande surprise, le bureau a été installé, le vote a eu lieu et les autorités ont annulé le vote. Attention, le bureau que vous avez créé en Guinée? Non, le bureau qui a été créé ici. Oui, ici, à Conakry. D'abord, il faut comprendre le processus. Les différents bureaux dont moi je fais partie à l'extérieur, chaque bureau devrait choisir un membre qui devait venir ici à Conakry pour mettre en place le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Okay. Une élection qui a été financée par la Belgique et l'OIM. L'OIM. Bien. Donc, ces différents membres sont arrivés à Conakry. Ils ont installé le bureau. Il y a eu un qui a été choisi. Et malheureusement, pour des raisons X ou Y, les autorités ont annulé le vote. Des explications qu'on n'arrive pas, nous, de l'extérieur, à comprendre. Parce que si les autres se sont... Et est-ce que cela a créé un pont entre les Guinéens de l'étranger et les autorités guinéennes? Je pense qu'il y a la frustration. Il ne faut pas l'ignorer. Est-ce qu'il y a eu un autre bureau qui a été formé après? Il n'y a rien pour le moment. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez des informations sur le pourquoi? Mais quand vous êtes victime de ça, vous vous demandez à un moment donné si les autorités ont une considération pour vous. C'est la vérité. Donc, est-ce que le bureau a été annulé par des noms qu'on ne veut pas entendre, par les origines qu'on ne veut pas entendre? Je n'en sais rien. Mais le bureau a été invalidé. D'accord. Voilà. Ça, c'était pratiquement la vie des Guinéens de l'étranger. On a fait une sorte de... puisqu'on n'aura pas suffisamment de temps pour tout cela, oui. On s'intéresse un peu à l'analyse, puisque vous êtes revenu en Guinée, après combien d'années d'absence? Après 5 ans, après le décès de mon papa. Voilà, paix à son âme. D'accord. Vous êtes de retour en Guinée, et vous avez constaté... comment se passe la situation? D'abord, comment vous analysez la vie des Guinéens actuellement, depuis votre retour? Je ne vais pas cacher ma déception. Je suis très déçu. Je ne suis pas déçu par rapport à ce que... Je suis déçu par rapport à ce que j'espérais avoir.
quand je retournerai dans mon pays, surtout pour ce qui est du niveau de vie de la population. D'accord. Voilà, je sens qu'il y a la pauvreté. Parce que quand on dit changement, le changement ne veut pas dire autre chose. C'est-à-dire la situation d'avant n'est plus la même. Devait s'améliorer positivement. N'est plus la même que la situation d'aujourd'hui. Bien. Est-ce que c'est le cas? Non. Donc, il y a pas Vous pensez qu'il n'y a pas eu de changement? Non. Ici, moi, je pense qu'il n'y a pas eu de changement. Je pense que même il y a eu la pauvreté s'est installée. Les gens sont très pauvres et faciles à manipuler. Et cela m'amène à penser un peu, à vous demander plutôt comment vous analysez la situation politique en République de Guinée. Bon, c'est une situation inespérée. Inespérée en ce sens que quand tu parles de la politique, il faut parler des élections. Hein? Parce qu'il faut donner la possibilité à la population de choisir ceux en qui ils croient pour leur diriger. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Ben, je pense qu'à chaque fois qu'il y a élection en Guinée, il y a des problèmes. Le cas, il est là. Vous faites des élections, c'est après plus d'1 an, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous voulez faire allusion aux élections locales du 4 février 2018. Et ça, je ne peux pas comprendre qu'un pays puisse fonctionner comme ça. La deuxième, et en plus, l'autre exemple, c'était au niveau du Haut Conseil. Donc partout où il y a des élections en Guinée, c'est des problèmes. Et au niveau de la Cour constitutionnelle aussi, il y avait des problèmes. Ah, vous avez suivi cela, hein? On avait suivi ça. Au niveau de la CENI, il y a des problèmes. Donc partout où il y a des élections en Guinée, il y a des problèmes. Je ne dis pas que ça se passe bien ou ça ne se passe pas bien, mais on ne trouve pas de solution. Alors, que pensez-vous de la gouvernance Alpha Condé? Personnellement, je suis déçu. Ah bon? Oui, par des choix. Okay? Quand vous avez fait de la rigueur une priorité, vous êtes parvenu à obtenir le PPTE. Il faut savoir quoi? Ce sont des revenus additionnels que les bailleurs de fonds vous accordent. Okay? Quand vous avez ça et que vous n'êtes pas parvenu à mettre en place le transport public, vous n'êtes pas parvenu à mettre en place un système de santé efficace, vous n'êtes pas parvenu à construire des maisons sociales. Des maisons sociales. Parce qu'au début, j'avais entendu... Mais c'est dans le projet, hein? Ben oui, selon le président Alpha Condé. Écoutez, je vous dis, vous préférez les hôtels aux maisons sociales, vous? Non, je préfère les maisons sociales. Pour votre information, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont invité dans ces hôtels depuis que je suis là. Je ne me sens pas à l'aise dans ces hôtels. Ah bon? Moralement... Et pourquoi? Même justement... quand vous parlez au nom des gens, quand vous agissez pour impacter la vie des gens, il faut faire des choix en faveur de ces gens. Je ne suis pas contre un hôtel, mais pendant combien d'années on n'arrive pas à poser la première pierre d'une seule maison sociale? Pour moi, c'est inadmissible. Vous comprenez? Un pays où il n'y a pas de transport public. Donc vous pensez qu'Alpha Condé, pour couper court, vous pensez qu'Alpha Condé n'a pas répondu aux aspirations du peuple? Attendez, un pays, quand on a vécu en Europe, un pays où on n'arrive pas à ramasser les ordures, c'est la chose la plus simple à faire. Vous pensez que c'est simple? C'est trop simple. Pourtant on a déboursé beaucoup de montants pour ça. Justement, c'est simple. D'abord, il faut un traitement des déchets ménagers. Il faut faire le traitement. Si vous n'avez pas construit une seule usine de traitement par rapport à ça, qui pouvait être aussi des sources d'emploi, des possibilités de création d'emplois. Oui. Mais pas des emplois de récréativité, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour prendre des selfies. Parce que je vois ça souvent. Oui. Les gens, ils vont prendre parce qu'ils ramassent des ordures. C'est pas amusant ça. Il faut créer des emplois pérennes par rapport à ça. Et c'est possible. Donc, quand vous n'arrivez pas à organiser ça, personnellement, je suis déçu. Je ne peux pas comprendre. Donc, quand on dit changement, quand je regarde Conakry, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et quand je regarde Conakry aujourd'hui, pour moi, Conakry est plus sale qu'avant. Oui, saleté, oui, mais dans d'autres secteurs, ça a marché. Voilà. Et c'est vrai que vous parlez avant, de il y avait le transport public. Oui. Sogetrag et autres, oui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y en a, mais peut-être que c'est insuffisant. Voilà. Si vous prenez de transport urbain. Mais
Écoutez, ce que j'ai remarqué, ça aussi, c'est un changement. C'est des mototaxis. Et je vais vous raconter quelque chose que j'avais vu il y a longtemps, il y a pas longtemps. Je vois que dans ces transports, vous avez même des bêtes qu'on transporte sur des mototaxis. Oui, des animaux. Oui, des animaux comme... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Ah, alors, d'accord, cela m'amène à penser... Oui. Pour résumer, quand je suis descendu à l'aéroport, j'ai vu que là, c'est très bien organisé. C'est appréciable. Ça, c'est très bien. Je dis bravo à mon pays. À mon pays, parce qu'avant, c'était le désordre total. Et maintenant, il y a l'ordre. Et c'est parce qu'à partir de là que les étrangers... Quand vous voyez le changement, il faut le dire. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de changement, il faut le dire. Mais vous ne le dites pas parce que vous êtes contre les gens. Vous le dites pour que les autorités, les personnes responsables sachent que ce que vous dites, ce n'est pas une réalité. Prenez votre responsabilité. Parce que si vous partez dans les quartiers, vous demandez aux citoyens, ils vous diront qu'il n'y a pas de changement. C'est la même chose. Il y a un parti au pouvoir, un parti qui a porté ce président à la tête du pays, le RPG, avec quelques alliés bien sûr. Que pensez-vous aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel? Je parlerai d'abord du RPG. Arc-en-Ciel directement? Non, je préfère parler... Alors le RPG? Voilà. Le RPG, c'est un parti qui inspire par le leadership du professeur Alpha Condé. Il a été constant, il a fait un parcours politique qui donne enviable. Hein. Quand vous avez un parcours pareil, vous devez réussir votre mandat. Et quand vous avez eu un parcours comme il a eu, vous devez poser des actes qui restent. Et on ne parlera pas de ça aujourd'hui, on parlera de ça après. Oui, mais ces actes sont en cours. On parle de Kaleta, Soapiti et autres. Ouais. On parle des actes. Continuons toujours à parler du RPG alors. Voilà, alors, si c'était moi, je pense que le RPG a déjà fait son chemin. Le RPG s'est battu pour avoir le pouvoir, le RPG a eu le pouvoir. Pour moi, le RPG allait disparaître. Ah bon? Oui, disparaître. Là, je ne vous suis pas. Ouais, pourquoi le RPG doit disparaître? Voilà. Il doit disparaître pourquoi? Parce que si vous regardez la configuration politique de la Guinée, je ne pense pas que c'est l'image que le RPG et l'UFDG donnent aux Guinéens si c'est le souhait d'Alpha Condé. Quand vous parlez du RPG, on parle des Malinqués de la Haute-Guinée. Il ne faut pas se tromper. Oui, mais c'est le fief du parti. Ça ne veut pas dire forcément que c'est un parti de la Haute-Guinée seulement. Je vous dis... Pour preuve, le RPG, selon les informations, a été créé en forêt. Je vous dis, si vous parlez du RPG, le Guinéen comprend. Je ne dis pas le discours de ceux qui dirigent. Je parle du discours des citoyens. D'accord. Donc, on voit le RPG... Et quand on parle du FDG? Voilà, on voit le RPG comme le parti de la Haute-Guinée. On voit l'UFDG comme le parti de la Moyenne-Guinée. Alors, selon vous? Alors, pour changer ça, je pense que le RPG ne mérite pas ça. Il faut changer cette image. Il faut peut-être dissoudre le RPG et créer un grand parti national. Selon vous, comment ça? Et cela passe par des personnalités que vous mettez dans le parti, qui se réunissent pour former le parti. RPG Arc-en-Ciel, il y a la fusion, on est à côté, jusqu'à présent ça ne passe pas, la mayonnaise ne prend pas. Donc, si vous avez un bijou comme ça, il faut l'enterrer dans les meilleures conditions. Et je ne souhaiterais pas que ça se passe autrement. Donc le RPG est à l'image du professeur Alpha Condé. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ce sont partis. Voilà. Et donc après Alpha Condé? J'ai bien peur que ça soit autre chose que ce qu'il lui l'a souhaité. Autre chose, vous voulez dire comme ce que le PUP et le PDG ont connu? Peut-être, c'est possible. D'accord. Voilà. Alors, puisque nous sommes dans une émission à deux volets, disons comme ça, première partie, donc voilà que c'est ainsi que prendra fin à cette première partie. Nous vous revenons tout à l'heure après la pause thé, cette fois-ci avec un autre invité qui va nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit de M. Pépé Francis Abba. Lui, il est le président de l'UGDD. Et pratiquement, ça serait une première pour vous, puisque jusque-là, on parlait de Gandhi, feu Gandhi. Et depuis sa mort, on n'entendait
pas parlé d'un président. Et tout à l'heure, vous aurez la quintessence de cette présidence et surtout de ce parti. Avec lui, peut-être le débat sera là ouvert entre les deux, puisque c'est de la même génération. Monsieur Sékou Tidiane Conté de la diaspora et Monsieur Pépé Francis Abba de l'UGDD. On va débattre cette fois-ci sur le volet politique. Café Débat vous revient tout à l'heure. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage des sujets d'actualité au quotidien. Vous le savez, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et comme vous l'avez constaté en première partie de cette émission, on avait M. Sékou Tidiane Conté, mais qui est quand même resté sur le plateau parce qu'on parle d'actualité politique. C'est pas parce qu'on est diaspora, qu'on est guinéen de l'étranger, qu'on ne parle pas de politique guinéenne. Et la deuxième personnalité ici sur ce plateau, c'est le président, le tout nouveau président de l'UGDD, monsieur Pépé Francis Abba. Avec lui, on va parler de la vie du parti avant de mettre les deux en face de la vie politique en République de Guinée, leur analyse tout simplement. Monsieur Pépé Francis, bonjour, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Gangan TV et dans Café Débat. Merci. Alors, cette fois-ci, on parle de l'UGDD. Il y a 3 ans que Feu Gandhi Faragé Tunkara est décédé. Et jusque-là, on parlait de vice-présidence. Et à la dernière minute, il y a quelques minutes, on apprend que finalement, le parti a un président. On n'a pas vu cela venir. Dites-nous quelle est la quintessence de votre venue à la présidence de l'UGDD. Oui, et tout comme notre feu président Gandhi Faragé Tunkara, qui a été élu en mars 2015 lors de notre congrès que nous avions organisé à Zérékoré. Et j'ai été élu en même temps vice-président, chargé des finances, du développement individuel et collectif. Et 2 autres vice-présidents avaient été élus, dont Sénia Grovogui et un certain Suleiman Diallo, qui n'est malheureusement plus avec nous. Et donc nous avons décidé ensemble dans notre état-major, dans notre bureau politique national, d'observer une période de deuil et de régler un problème que le président Gandhi avait laissé derrière. Alors, ces problèmes étant résolus, alors en début 2018, le parti donc a décidé de relancer complètement les activités et de remobiliser la base. Nous avons commencé ces activités, mais bon, en voulant donner une nouvelle impulsion, n'est-ce pas, à la tête du parti, le règlement intérieur et les statuts autorisent le bureau politique national à faire un choix de président par intérim parmi les vice-présidents existants. Donc c'est ainsi qu'à lors d'une réunion extraordinaire tenue en début décembre dernier, que mes collègues du bureau exécutif national m'ont choisi comme président par intérim. D'accord. En tout cas, vous n'avez pas trop communiqué sur cela. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs. Le tout nouveau président de l'UGDD, M. Pépé Francis Abba, ici sur le plateau de Gangan TV et au compte de cette émission Café Débat. Alors dites-nous aujourd'hui, parlons de la vie de l'UGDD, parce qu'à part M. Nestor Cavaduno, on ne voit pas le parti, que ce soit dans les activités ou quoi que ce soit. Comment se porte le parti aujourd'hui? Le parti se porte aujourd'hui bien. Et bien parce que le parti, je suis en train avec les autres membres du bureau politique national de donner un nouvel élan
au parti. Et nous tournons à travers dans les quartiers de Conakry, à l'intérieur du pays. J'étais récemment à Fria, dans la cité minière, pour rendre visite à notre fédération, au mouvement de femmes qui y sont. Donc c'est ce qui me permet vraiment d'affirmer que le parti se porte bien. Et nous nous préparons naturellement aux futures élections législatives et présidentielles. Et quand tu dis qu'il y a longtemps que l'UGDD ne communique pas, alors je suis en train tout simplement de le contredire, parce que vous connaissez notre secrétaire général qui est Nessor Kabadou. Moi je l'appelle monsieur UGDD. Exactement. Mais c'est le seul qu'on voit. L'UGDD ne te résume pas. On ne voit pas de mouvement du parti. C'est pour cela qu'on dit que pratiquement on ne vous voit pas. Oui. La communication ne se résume pas à venir dans un média ou dans des médias. Il y a des activités qui communiquent à votre place. Nous communiquons, nous faisons des activités, nous tenons des réunions hebdomadaires, nous sillonnons le pays sur notre page Facebook. Il y a les médias en ligne, il y a des journalistes quelquefois qui nous suivent. Et dans Koya, nous faisons des activités sur le terrain. Et comme tout parti politique, de toutes les façons, nous sommes en train, de façon intense, nous sommes en train de nous préparer pour être prêts pour les élections nationales à venir. L'UGDD qui se prépare de façon intense, c'est l'information qui nous, en tout cas la toute nouvelle information, pour revenir en tout cas bien en place sur l'échiquier politique guinéen. Alors, mais on va maintenant s'intéresser à la vie politique actuelle de la Guinée. Comment globalement vous observez la vie politique en République de Guinée? Puisque vous êtes là, vous évoluez sur le même terrain. Oui, très mouvementé et avec beaucoup de plateformes. Nous entendons parler d'une nouvelle plateforme, et une plateforme, je pense, de l'opposition démocratique. Ce nouveau bloc le nouveau bloc. J'ai l'impression que ça vous fatigue un peu. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes de l'opposition. Pourquoi vous commencez directement par ce nouveau bloc? J'ai l'impression que... J'ai dit que la vie politique est mouvementée. Parce qu'on assiste à l'émergence de nouveaux blocs. Que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit dans le paysage politique. Ce qui est normal, c'est ce qui donne un nouvel élan à la vie politique. C'est ce vous savez, quand il n'y a qu'un seul bloc de l'opposition, cela, n'est-ce pas, ne permet pas à plusieurs tendances de s'exprimer. Et ça ne permet peut-être... Pourtant, il y a des gens qui pensent que c'est en étant unis que vous pouviez combattre, combattre dans le bon sens du terme, le parti au pouvoir pour prendre le pouvoir. Les partis politiques que nous sommes, nous ne pouvons nous unir que quand on a des objectifs précis, communs et acceptés par tous. Mais si, d'accord, ces objectifs-là ne sont pas partagés par tous ces partis politiques, et naturellement, un parti politique qui voudrait former son bloc, il est libre. Donc, on commence par ce bloc. Quel regard faites-vous sur ce nouveau bloc en vue de ceux qui forment cet autre bloc, c'est-à-dire Sidia Touré, Lansana Kouyaté et qui encore? Qui d'autres, des grands partis, en tout cas des personnels de M. Ousmane Kaba, Dr Ousmane Kaba, et qui ne sont pas des petites pointures, quand même, Biaouri bien sûr, qui ne sont pas des petites pointures aujourd'hui dans la vie politique. Comment analysez-vous ce bloc? Écoutez, en tout cas, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour qu'il n'y ait pas une seule plateforme politique. Pour le moment, vous êtes avec l'opposition républicaine. Nous sommes de l'opposition républicaine, effectivement, et nous pensons que c'est pour le moment, en tout cas, la seule alternative, n'est-ce pas, crédible pour une alternance en 2020. La seule alternative, c'est de créer d'autres blocs? Non. Ou plusieurs blocs? C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, nous sommes de l'opposition républicaine et nous pensons que c'est cette opposition qui est, en tout cas pour le moment, qui est suffisamment crédible et qui, devant, en tout cas d'après ce que nous vivons, parce que nous sillonnons les quartiers, et qui est la seule opposition. Oui, mais une opposition républicaine qui se vide de son contenu. Les consistants, les partis consistants, Sidia avait quitté. Faya Minimono, on vient de l'apprendre, Ousmane Makanera et Papa Koli Kourma certainement qui va quitter pratiquement ces hommes forts, sans oublier Mokhtar Diallo qui était la partie auparavant, Aboubakar Silla. Aujourd'hui, pratiquement, on a l'impression que le parti se vide de son sang.
le bloc se vide. Non, pas du tout. Et en tout cas, nous, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, nous pensons pour le moment que c'est la plateforme la plus crédible, en tout cas au sein de notre paysage politique, qui affiche ou alors qui propose à la Guinée de vraies propositions pouvant nous amener à une alternance et pouvant nous amener à une véritable émergence. Alors, d'accord. Monsieur Conté, je reviens vers vous. Alors, la création d'abord de ce bloc de l'opposition, convergence de l'opposition démocratique, je ne sais pas trop, c'est ça en tout cas, un autre bloc composé de grandes personnalités, parce que c'est des anciens ministres et des hauts dignitaires de ce pays. Oui, c'est très intéressant comme question, mais il a utilisé un mot et j'aimerais rebondir là-dessus. Allez-y. Quand j'entends le mot crédible, ça veut dire quoi, le mot crédible? Le mot crédible, digne de confiance. Voilà, comme moi je l'entends. Heureusement aujourd'hui, sur la scène politique, tous ceux qui prétendent diriger la Guinée ont eu à poser des actes. Et la crédibilité passe par là. Donc, quand vous voyez le bloc qui se met en place, il est composé, à ce que je sache, par des gens, par des leaders qui ont posé des actes. Donc, quand vous faites la balance, le choix est vite fait. Donc, je ne sais pas en quoi il veut... Le choix est vite fait. Allez-y. Oui, mais malheureusement, vous savez comment est la Guinée. Le choix de l'électeur guinéen est instrumentalisé. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Parce que si vous faites de l'ethnie le projet de société, vous portez atteinte à l'avenir de vos enfants. Vous pensez qu'il y a des partis politiques qui font de l'ethnie? Il n'y a pas que je pense, c'est une réalité. Citez-moi 2 ou 3 exemples. Le RPG et l'UFDG sont des partis qui rassemblent les communautés. Il faut le dire. Nous sommes des Guinéens, il faut oser le dire. Alors, si on veut construire la Guinée de cette façon, ça ne marchera pas. Donc, et l'UFR alors? Alors, j'ai une réponse très simple à ça. Tant que le RPG et l'UFDG existent, mon parti, ça sera la Basse-Côte. Je suis de la Basse-Côte. Alors, si les communautés s'organisent pour prendre le pouvoir au détriment de l'intérêt national, je n'ai pas d'autre choix que de protéger ma communauté. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. L'existence de l'UFDG et le RPG me pousse à être dans une position de basse-côtier. De basse-côtier, qu'est-ce que ça veut dire? Ne soyez pas évasif. Non, je ne suis pas évasif. Allez-y. Il faut sortir de ce qu'on nous propose. Vous savez, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, le président Feu général Lansana Conté, que son âme repose en paix, nous a proposé le bipartisme. Il faut comprendre la moralité qu'il y avait. Mais c'est à son temps qu'il y a eu multipartisme. Voilà. Alors, si les communautés s'imposent en lui pour changer cette belle initiative, parce que les communautés ont plus facile de se rassembler et faire des communautés, des projets de société politique, ça ne marchera pas. Vous voyez bien combien de fois il y a un repli dans notre pays. C'est pas beau ça, c'est pas bien. Donc, quel que soit identitaire. Repli identitaire, repli communautaire, est-ce que c'est de ça que nous voulons dans notre pays? Il faut commencer à se poser des questions sur tout ça. Mais en voulant changer la donne, Monsieur Conté, en voulant changer la donne, vous avez remarqué. En voulant changer la donne. Oui, je vais vous laisser continuer. Mais en voulant changer la donne. C'est un sujet important. Allez-y. Voilà, il faut débattre ça. Allez-y. Si vous prenez la Guinée, vous allez en Haute-Guinée, vous faites des élections, c'est le RPG qui gagne. Le RPG, sous la conduite du professeur Alpha Condé, a posé des actes au Fouta, en Moyenne-Guinée. Des actes qui sont visibles. Mais vous faites des élections, il ne gagnera pas. Alors que ce qu'il a fait là, ce sont des projets de société. On appelle ça le développement. Quand vous prenez la fête de l'indépendance tournante, c'est une idée géniale, qu'on pouvait encore retravailler parce qu'il y a des bonnes idées qu'on peut mettre dedans. Oui. Donc si ça passe à Moyenne-Guinée et que le professeur Alpha Condé, avec son gouvernement, arrive à poser des actes là-bas, de grâce, s'il fait des élections, si on choisit le candidat par rapport aux actes, il peut passer, il peut avoir des voix.
mais il n'aura jamais de voix là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa communauté. Est-ce que c'est cette Guinée qu'on veut construire? Et en Haute-Guinée? En Haute-Guinée, c'est la même chose. Ce que l'UFDG fait en Basse-Côte comme mouvement, comme revendication, il ne peut pas le faire en Haute-Guinée. Donc c'est les deux partis qui créent des problèmes aux Guinéens. D'accord. C'est pas normal. Alors vous pensez actuellement que quel est parmi tous ces leaders, quel est celui qui peut changer la donne? Mais je le dis en tant qu'observateur d'abord et en tant que sympathisant. Je n'ai pas vu un leader qui me rassure par rapport à moi, mon idéal de la Guinée, comme Sidya Touré. C'est-à-dire unir les Guinéens. Faire en sorte que ce qui compte, c'est ce que tu peux apporter. Monsieur Conté, attendez. Sidya Touré, qui a une position qui est partie de tous les côtés, qui était dans l'opposition, qui est venu dans la mouvance, en tout cas qui a été haut représentant, qui a travaillé avec le président de la République, qui le plus souvent crée des flous par rapport à sa position quand il s'agit de prendre des décisions. Vous pensez que c'est lui qui peut changer la donne en République de Guinée? Je vais vous dire quelque chose. Parmi tous les leaders de notre pays, celui qui fait l'unanimité, c'est Sidya Touré. Vous êtes sûr de ça? Au-delà des communautés, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Quand vous allez dans les différentes régions naturelles... Pourtant, il ne gagne pas. Oui, il ne gagne pas. Les élections, depuis 2010, il n'a jamais pris une première place. Il ne gagne pas parce qu'il appartient à une minorité ethnique. Bon. Et la popularité qu'il a, l'amour qu'il a, l'espoir qu'il... Donc s'il appartient à une minorité ethnique qui ne vote pas, donc ça veut dire que lui aussi il se retrouve dans une chose, disons, identitaire. Ouais. Donc, laissez-moi continuer. Allez-y, allez-y. Je vais dire par là que quand tu vas dans toutes les communautés, toutes les régions, le premier choix est ethnique. C'est un choix purement subjectif, qui n'a aucun rapport avec les projets de société. Y compris en Basse-Côte. En Basse-Côte, ce n'est pas le cas. Je le dis parce que si c'était le cas, certains partis n'allaient pas gagner ici, en Basse-Côte. Ce n'est pas possible. Vous avez remarqué qu'ici, en Basse-Côte, je dirais même que la démocratie, c'est en Basse-Côte. La véritable démocratie, c'est en Basse-Côte. C'est en Basse-Côte où il y a le dynamisme politique, où tous les partis peuvent exprimer leurs émotions, leurs tendances, sans qu'il y ait problème. Quand l'UFDG exprime la même chose en Haute-Guinée, on va assister à autre chose. Okay? Donc, je vais dire par là, je reviens là-dessus parce que c'est important. Quand vous demandez aux électeurs des différentes régions, parce qu'il faut analyser malheureusement la Guinée comme ça, si ce n'est pas ton premier choix, quel sera ton candidat? Et malheureusement, il n'y a pas d'institution de sondage dans notre pays. Ça, c'est l'outil. Attendez, parce qu'il y a trop de problèmes qu'on peut débattre. Ça, c'est l'outil sur lequel les dirigeants doivent travailler. En principe. Mais il n'y en a pas. D'accord. On vous a compris. Donc, quand vous demandez le choix, deuxième choix, dans toutes les régions, vous serez étonné de la manière dont Sidya Touré est plébiscité. C'est ça le choix objectif des Guinéens. Ça, c'est selon vous. Parce qu'il a posé des... Ce que je dis, ce n'est pas le fantasme, c'est la réalité. Il a posé des actes pour ça. En moins de 3 ans, si vous aviez la possibilité de mesurer le baromètre de bonheur des Guinéens, vous aurez compris. Il a donné espoir aux Guinéens en moins de ça. Ça, c'est pas du fantasme. Monsieur Sékou Tidiane Conté, qui parle politique aussi, hein. Monsieur Francis va réagir. Oui, je suis tout simplement étonné que Monsieur Conté, en tant que membre de la diaspora qui vit à l'étranger, parce qu'à l'étranger, on parlait des Guinéens. Normalement, on ne parle pas de Guinéens du Sud, de Guinéens du Centre ou de Guinéens de l'Est. Alors je suis étonné qu'ils disent, en tant que quand même jeunes et de la nouvelle génération, qu'ils disent que tant qu'il y a le RPG et l'UFDG, lui aussi, son parti, c'est la Basse-Côte. Je pense qu'il devrait plutôt faire appel à un sursaut national, que la nouvelle génération aide, n'est-ce pas, la politique à transcender ces clivages ethniques, ces clivages, n'est-ce pas, régionaux, même si
ici, il ne faut pas qu'il soit des tabous. Même si il faut savoir aujourd'hui que les gens votent en grande majorité ethnique, comme il est en train de dire. Mais on ne peut pas s'inscrire, n'est-ce pas, dans le mal parce que le mal existe. N'est-ce pas? En tout cas, à l'UGDD, nous ne faisons pas comme cela. Et nous pensons que lui, en tant que jeune, et aujourd'hui, il dit que c'est Sidia qui est la solution, n'est-ce pas, au problème de la Guinée. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Non, mais je suis contre. Mais c'est faux. Mais c'est cette piagénaire, n'est-ce pas, qui ont déjà dépassé 70 ans. Cette piagénaire, il faut dire en parenthèse que c'est des gens qui ont à partir de 70 ans. Excusez-moi, alors ils n'ont que des souvenirs. Qu'est-ce que Sidya Touré a fait dès lors qu'il est venu à l'opposition? Avant même qu'il ne vienne à l'opposition, c'est eux qui ont, n'est-ce pas, concocté pour que l'ancien Conté puisse avoir de nouveaux mandats, puisse s'éterniser au pouvoir. La Guinée se souvient de ces actes. Il y a récemment, nous nous souvenons qu'il a été haut conseiller. Si lui, il lutte contre l'ethnicisme, contre le régionalisme. Et malheureusement, on les voit, ce nouveau bloc, tous ces cadres qui sont là-bas, c'est des cadres qui appartenaient à ces blocs-là. Alors je suis en train de dire... Mais ils sont venus de part et d'autre. Exactement. Il faut qu'on dépasse ces clivages-là. Regardez, quand vous partez par exemple à l'UFR, depuis la création de ce parti, en tout cas depuis que Sidya Touré est devenu président, il y a beaucoup, moi je connais des cadres compétents là-bas qui pouvaient aujourd'hui diriger ce pays, comme dans les grandes démocraties. Quand un président a échoué une fois, a échoué deux fois, n'est-ce pas, il devrait céder le pas. Vous pensez que Sidya devrait céder la présidence de l'UFR à un autre jeune? Absolument. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'UGDD. L'UGDD, sa création... Attention, le président qui a quitté, c'est parce qu'il est mort. Avant que le président... il y a eu deux présidents à l'UGDD. Il y a eu Kiamou Bogola Haba, il y a eu C.C. Alexandre Loua qui a présidé l'UGDD. Et avant que... Est-ce que la partie communautariste ne s'inscrit pas chez vous aussi? Parce qu'on parle de Bogomou et de... Et à part ça, vous, deux noms et deux présidents qui sont passés, qui sont des forestiers. Et le troisième, c'est vous, vous êtes forestier. Le secrétaire général, c'est M. Nestor Cavaduno, lui aussi il est forestier. Est-ce que vous n'êtes pas tous finalement dans le même cadre? Non, pas du tout, pas du tout. Un parti politique ne se résume pas à son président. Oui, un parti politique se résume à ses structures. Mais pourquoi ne pas donner la présidence à un autre Guinéen? Est-ce que l'UGDD bénéficie d'un vote régional? Non. Est-ce que l'UGDD bénéficie d'un vote ethnique? Non. L'UGDD bénéficie des votes éparpillés partout en Guinée. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Alors c'est ce qu'il faut dire à notre ami. Il faut qu'en tant qu'en nouvelle génération, qu'on prenne notre responsabilité, qu'on transcende complètement ces clivages ethniques. Merci, M. Conté. Voilà. Je voulais rebondir sur beaucoup de choses qu'il a... Même si le temps ne nous permet pas, qu'il a évoqué. En fait, je vais lui dire, si nous voulons que ça marche dans ce pays, il faut sortir du fantasme. Il faut que les gens reviennent sur terre. Okay? Quand vous formez votre parti, votre base, c'est votre communauté en Guinée. La base de l'UFDG, c'est la Moyenne-Guinée. La base du RPG, c'est la Haute-Guinée. Votre base, c'est la forêt. Comprenez? Et la base de l'UFR? Voilà. La base de l'UFR est cosmopolite. Comprenez sa position. Voilà. Non, mais l'UFR gagne partout. Parce que le président Sidya Touré ne veut pas s'inscrire dans ce communautarisme. Ok? Bon. Alors, quand on me dit de ne pas être dans cette posture, je vous dis, quel que soit mon talent et mes compétences, je ne gagnerai pas ni au Fouta, ni en Haute-Guinée, ni en forêt. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut pour changer cette donne? Parce que jusque-là, ça n'avance pas. Ça ne fait que diviser les Guinéens. Nous sommes dans un mensonge d'État. Nous sommes dans un mensonge d'État. On nous dit multipartisme. On aurait mieux parlé de confédéralisme. C'est ça la vérité. Nous sommes dans le confédéralisme. La situation actuelle. C'est-à-dire, chaque ethnie gagne chez soi. Donc la Basse-Côte, comme je l'ai dit, étant le lieu où la vie politique s'anime le mieux, là-bas, ici, tout le monde peut gagner. Donc, par des manipulations. Vous comprenez? Par l'achat de conscience. Donc, si nous voulons sortir de cette situation, je vous dis, il y a un repli communautaire qui s'aggrave dans ce pays et qui est inquiétant. Vous parlez d'un idéal que je partage. Je veux, quand on parle de la Guinée, on ne voit pas les communautés. Vous comprenez? Mais si vous ne ciblez pas le problème, vous allez apporter de mauvaises solutions. Votre
idéalisme n'apparaîtra jamais. Vous n'arrivez jamais à cette solution. On a fait des élections pendant combien d'années dans ce pays? Vous aurez le même résultat. Je vous mets au défi d'organiser encore des élections, encore des élections, encore des élections. Dans ce contexte actuel, vous allez avoir les mêmes résultats. Et dans ce cadre, je le dis, et j'insisterai là-dessus, mon parti, c'est ma région. Voilà, c'est ça. Deux invités sur le plateau. Vous avez compris, le débat est très intéressant, puisque c'est la même génération, puisque nous sommes pris par le temps. On va donner le dernier mot, puisque votre dernier mot compte de cette émission de ce soir. Monsieur Pepe Francis Abba, en peu de mots, adressez-vous à vos militants et surtout aux Guinéens. Allez-y. Allez, je vous remercie tout d'abord de nous avoir invités, de m'avoir invité sur votre plateau. Et je remercie tous les militants, de toutes les façons, toutes nos structures qui sont en train de mobiliser la base, de réorganiser le parti en vue que le parti soit fort lors des futures élections législatives et présidentielles. Et aux Guinéens en tout entier, il faut un sursaut national, il faut que chacun sache chez lui, partout où il est, que chacun peut participer au développement de notre pays. L'exemple que je donne, c'est que si je veux jeter une ordure dans la rue, il faut que je sache qu'en jetant cette ordure-là, ça va, n'est-ce pas, créer des problèmes à mon pays, ça va créer des problèmes de salubrité, des problèmes de maladie. Donc il faut que chacun joue son rôle. Et pour que la Guinée, n'est-ce pas, qui est en train de prendre du retard par rapport à ses voisins, de la sous-région, puisse enfin commencer à décoller. Voilà, merci à monsieur Conté, votre adresse au peuple de Guinée, à la diaspora, puisque voilà. Les Belges vous suivent. Oui, donc je voulais vous remercier d'abord pour une première, parce que je vous dis que c'est la première fois que je passe dans une émission de télé-radio. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné cette opportunité. C'est une première, ça ne sera pas la dernière. On espère bien. Je pense que je commence à me sentir bien. Je voulais que ça soit encore pour quelque temps, pour que je puisse échanger avec monsieur, qui est très sympathique d'ailleurs. Je voulais dire aux Guinéens que chacun doit prendre sa responsabilité. Voilà. Chacun doit prendre sa responsabilité, chacun doit prendre son quartier. Il ne faut pas aller très loin. Il faut contrôler son quartier. Il faut pouvoir s'exprimer d'abord dans son quartier, dans sa commune et dans sa région. C'est déjà ça. La Guinée est une région un peu de 145 000 et quelques kilomètres. 857. Quand on a la pauvreté qu'elle se présente, on ne peut pas faire toute la Guinée. Mais là où vous êtes, essayez d'impacter votre entourage. C'est extrêmement important pour expliquer les bonnes choses. Et aux Guinéens qui sont ici, qui rêvent d'aller en Europe, je leur dis de faire très attention. C'est un risque qui peut être dramatique. Ne pensez pas que là-bas c'est le paradis. Il est vrai que ce qui se passe là-bas, quand on a un pays qui est bien dirigé, on peut avoir ça ici. Notre combat tous doit être celui de faire en sorte que nos pays soient bien dirigés. Nous avons tout pour réussir. Choisissons de bons dirigeants qui peuvent dessiner de meilleurs avenirs pour nous. Et je vous dis, pour le moment, le meilleur dirigeant, c'est Sidya Touré. Je vous remercie. Merci à M. Conté. Merci. Merci à M. Abba. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette émission au compte de ce dernier numéro de la semaine. Rendez-vous donc le lundi si tout va bien. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.